Bienvenue dans votre nouvelle émission Un jour, mon histoire, présentée par moi-même, Miss Huguette. Dans ce nouveau programme, vous retrouverez des témoignages chocs, mais aussi édifiants, de personnes qui ont bien voulu venir témoigner pour nous partager à cœur ouvert des expériences, leur histoire. Restez connectés. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle invitée. Suivez-nous. J'ai 37 ans, mariée depuis octobre 2018. Je suis maman de 2 filles et un petit garçon. Technicienne service client, gérante d'une micro-entreprise, Love's Cooking, donc service traiteur afropéen. Pendant 2 mois, j'ai été hospitalisée en hôpital clinique suite à une dépression. Je voulais en parler, ça me tient à cœur. Parce qu'il y a certaines choses qui sont un peu confuses dans la tête de certains, surtout au sein de notre communauté africaine. On a ce problème-là et même j'ai compris aussi que c'était aussi la même chose aussi chez les Européens. On est souvent incompris. On est souvent aussi parfois dans le fait qu'on soit incompris, malgré qu'on est entouré, on a du monde autour de nous, on se dit on a de la famille, on n'est pas seul, mais quand on est incompris, on se sent seul. J'ai vécu une expérience, on va dire, unique, qui m'a permis aussi également de comprendre, mieux me comprendre et mieux comprendre aussi les autres. Ce n'était pas une clinique de repos, je le dis honnêtement, c'était une clinique psychiatrique. Il y a des profils dépressifs comme le mien, où ça nécessite plus, qui ressemble plus à un cadre de centre de repos, mais c'est un centre de soins, parce qu'on y est suivi, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a des activités, il y a, on va dire, tous les moyens, toutes les infrastructures possibles pour pouvoir s'en sortir. Donc on ne doit pas dire c'est un centre de repos. J'étais pas partie là-bas pour me reposer, oui j'étais partie là-bas pour me reposer, mais j'étais partie également là-bas pour me soigner, parce que j'étais malade. La dépression, c'est pas une grippe. On prend du Doliprane, ça va passer. Mais pour la dépression, ça prend du temps, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande beaucoup d'énergie. J'ai fait la première étape, la première démarche, mais le chemin est long. Et il faut avoir s'armer de patience pour pouvoir vraiment totalement sortir de cette sphère-là. Donc voilà. Quels sont les symptômes que toi tu as ressentis pour pouvoir diagnostiquer que tu ressens cette dépression? En fait, c'est pas, je peux pas dire décrire les symptômes, hein, si je peux me dire, hein, parce que je suis pas médecin moi-même. Donc en fait, c'est les épreuves que j'ai subies. J'ai en fait, pendant plusieurs années en fait, pendant quelques années dans ma vie de femme, j'ai eu un passé. Mon mari, quand il m'a prise avec ma fille. Donc ma fille est issue d'une première union. Donc qui dit première union dit séparation. Donc séparation difficile. Je ne pouvais pas rester dans un pays étranger, seule, loin de ma famille, avec ma fille.
Le cumul des épreuves ont fait que, par exemple, il y a eu un autre exemple récemment, le diagnostic de mon fils. Mon fils est autiste modéré, donc voilà, il est dans sa petite bulle. On l'a su, le médecin, le pédiatre de la crèche l'avait diagnostiqué. Je me suis sentie un peu seule parce que mon mari, il était un peu dans le déni. Je me suis sentie vraiment seule, vraiment seule. C'était seul contre tous, quoi. C'était seul avec mon fils. Et après, à un moment donné, on est des êtres humains. Hein. On est des êtres humains, le corps lâche. Donc, du coup, quand le diagnostic est tombé, bah, ça a remis en cause tous mes projets professionnels chez Orange. C'était la plus lourde parce que ça a remis en question aussi mes projets professionnels. Son dossier est enregistré au niveau de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. L'inspection académique ne peut pas faire l'enclenchement, déclencher le recrutement d'une auxiliaire de vie scolaire. En plus de mes problèmes par rapport à mon fils, j'ai eu également des problèmes de santé aussi. L'année dernière, j'ai eu 3 opérations en 2021. C'était compliqué aussi vu que je travaille en face d'un écran. Compliqué. J'étais en mi-temps thérapeutique pendant 1 an. Après ça, il y a eu la situation de mon fils. C'était très complexe. Mais par contre, je tiens à préciser, la dépression, je ne savais pas que j'étais dépressive. En fait, c'était caché. Est-ce que pendant cette période difficile, les interventions chirurgicales, l'annonce du diagnostic voilà, de cet autisme modéré de ton fils, est-ce que tu as été aidée? Est-ce que tu as été soutenue? Est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que tu as de la famille autour de toi qui peut aussi t'aider, te relayer pour que tu puisses aussi souffler? Parce que 2 enfants, un projet professionnel, des projets professionnels, et puis tout ça qui te tombe dessus, c'est pas évident. Oui, je suis entourée par ma maman. Ma maman aide énormément. Mon mari est un excellent père de famille. Ça, de ce côté-là, j'ai rien à lui reprocher. Il y a plein de situations, dont la situation de notre fils qui a fait que comme lui, il était encore dans le déni, moi, je l'avais accepté difficilement. Et j'ai été incomprise de certains. Pour certains, j'étais une femme qui se plaignait beaucoup, qui n'assumait pas son rôle de femme convenablement pour certains. J'étais pour certains une femme insensée. Donc c'est le regard des autres qui est vraiment lourd à porter. Donc c'était un trop-plein. C'était un trop-plein. À un moment donné, j'avais tellement besoin de parler. Je remercierai jamais assez ma petite maman que j'aime beaucoup, maman Nestorine, ma petite maman. Il y avait que elle qui, elle m'a dit non, elle me l'a dit ouvertement, hein, elle m'a dit si tu as envie de te défouler, de parler, tu m'envoies des voices, ça te fera du bien, ça te fera... Il n'y a que elle, et ça je n'avais pas le faire avec ma maman. Donc, mais après à un moment donné elle m'a dit non, il faut que tu ailles te reposer, tu es tendu bébé. Elle m'a dit non, tu ne peux pas rester comme ça. Qu'est-ce qui a fait? Quel est l'élément déclencheur qui a poussé à ce que tu arrives dans cet hôpital? Il y a eu des signes? Il y a eu... J'ai pété les plombs, tout simplement. J'ai pété les plombs, donc c'est-à-dire, je me suis énervée un jour. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et j'avais été ordurière. J'avais été désagréable avec mon mari. Parce que c'est lié aussi à des blessures aussi intérieures, des blessures intérieures passées qui ont fait que des fois, je suis devenue dure aussi. Des fois, c'est involontaire. Quand ma petite maman m'a dit de partir,
Donc j'ai envoyé un mail immédiatement à mon médecin traitant. J'étais vraiment partie avec une valisette. Moi j'ai dit faites quelque chose, je ne suis pas bien. Je leur ai un peu expliqué la situation. Parce que ça aurait pu arriver à un stade dangereux où j'aurais pu me faire du mal à moi-même. C'est surtout ça. La personne dépressive ne fait pas de mal aux autres, mais elle se fait du mal à elle-même, souvent. Et du coup, pour éviter d'en arriver là, je me suis présentée avec ma valisette. Jenny-Laure, Oui. une fois que tu es arrivée avec ta valisette à la clinique de Longpont, comment tu as été accueillie, par qui, qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué sur cette procédure? Parce que toi, comme tu me disais que tu étais partie pour 2 jours. Non, en fait, j'ai oublié d'émettre quelque chose, d'expliquer quelque chose. J'ai été j'ai été reçue par une psychiatre à l'hôpital de Orsay, qui m'a dit que je ne relève pas de leur cas. Parce que l'hôpital d'Orsay, c'est des cas très 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 sévères et tout. Donc c'est eux qui ont trouvé la clinique de Villebouzin qui avait un lit disponible pour moi. Ensuite, quand je suis arrivée, en fait, j'ai été transférée en ambulance à la clinique. Donc c'est l'hôpital d'Orsay qui en fait a organisé en fait mon transfert en clinique. Voilà. Et quand je suis arrivée, on a une entrée. J'ai été reçue par une infirmière, donc tout de suite on m'a reçue. Je suis venue avec ma valisette, passée à l'accueil. Après j'ai été reçue par mon médecin. J'avais besoin d'aide. C'est ce que je leur ai dit. Je n'ai pas eu honte de leur dire que j'avais besoin d'aide. La psychiatre qui m'avait contactée, que j'ai vue, qui m'a vue en consultation 2 fois, pour elle, elle pensait que j'étais à moitié ce qu'on appelle bipolaire. Elle m'a fait un test genre style QCM, question à choix multiples. Et après, elle a vu, il y a un petit peu de bipolarité et du normal. Vous êtes entre le normal et le bipolaire. Après, elle m'a dit, vous, c'est plus la psychothérapie qu'il vous faut, donc il faudrait que vous soyez suivi par un psychologue. Psychologue qui me dit quelque chose de pertinent et elle m'a dit que j'étais à moitié bipolaire. Pour ceux qui ne connaissent pas tous ces termes médicaux, qu'est-ce que tu peux dire sur cette pathologie, cette maladie qu'on appelle la bipolarité? Qu'est-ce que c'est? Donc bipolaire, être bipolaire, c'est quand il y a des changements d'humeur très importants. Donc c'est-à-dire, on peut être dans l'euphorie, vraiment très joyeuse, limite excitée, joviale, on va être vraiment bien. Mais après, à un moment donné, c'est vraiment le down, 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 down. Donc vraiment le down complet. La dépression, c'est plus à l'intérieur, une période de plus de tristesse. À l'époque, dans l'ancien temps, on appelait la dépression la mélancolie. On est plus dans la mélancolie. Mais la bipolarité, c'est vraiment la mélancolie. Donc il y a des moments où vous êtes down et il y a des moments où vous êtes vraiment excité, agité. Voilà. Comment on reçoit ça? Comment on perçoit ça? Comment on accepte ça lorsque un médecin te dit toutes ces choses? Pour moi, au début, je savais que j'étais pas bien. Mais c'était quand même un coup de massue sur la tête quand même. Parce que j'ai grandi au sein d'une culture. D'origine, je suis née ici. Mais je suis d'origine congolaise, de Brazzaville et de Kinshasa. Mon papa est de Kinshasa et de Brazzaville, ma mère est quinoise. J'ai grandi, malgré que je suis née ici, je suis née dans une culture où la dépression, c'est une maladie de blanc. Voilà, c'est une maladie de blanc. Et ils sont trop faibles. Arrête t'as pas le droit d'être comme ça. Ou quoi, on va dire encore quoi, elle prie pas assez, elle n'est pas assez dans la foi, c'est pour ça que elle se retrouve comme ça, mal jugée quoi en fait. Et ça c'est dur à supporter. C'est vraiment quelque chose qui est dérangeant
Parce que on a beau être entouré, avoir beaucoup de monde, mais quand on est incompris, on s'en sert. Et ça, c'est dur, c'est vraiment dur. Donc, du coup, en étant là-bas, au sein de cette clinique, j'ai vu que je n'étais pas seule. Parce que chaque personne est différente, chaque personne a son histoire, chaque personne porte sa croix. Et voilà. Et j'ai fait des rencontres humaines très intéressantes, mais vraiment coup de chapeau à mon médecin. Il m'a beaucoup aidé. Il a dit que pour lui, il ne voyait pas de bipolarité, mais plus une dépression chronique, on va dire une dépression qui était cachée. Cachée pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, je faisais du sport. Le sport a des vertus thérapeutiques, parce que ça vide la tête. Une personne dépressive ou quoi que ce soit doit faire du sport, même une petite activité, même léger, faire de la marche, c'est intéressant. Alors du coup, quel a été le programme là-bas en étant interné? Le programme, donc du coup, on avait une visite quotidienne tous les jours avec le médecin psychiatre référent. Voilà. Donc je voyais le docteur Moussi du lundi au vendredi, selon les heures de consultation. Lui, c'était plus l'après-midi. Donc des fois, consultation entre 14h et 18h, c'était obligatoire. Donc si il ne te voyait pas, il t'appelait carrément dans ta chambre, ou alors si tu n'étais pas dans ta chambre, on t'appelait sur ton portable, oui je vous attends madame Kimfoula, etc. La chose qu'il a faite que j'ai appréciée, c'est qu'il a convoqué mon mari aussi, pour lui expliquer les choses. Parce que la dépression pour certains, on est fou, on est folle. Comme on dit en lingala, abe la ramala damutu. On le voit chez les autres, hein. Mais quand ça vous tombe dessus, tu dis hey, les arabes bongo. Et quand c'est comme ça, bah, il faut apprendre à vivre avec, à assumer le fait de prendre des médicaments. Il y a plusieurs activités. Il y avait une réunion de bienvenue qu'on faisait, que c'était animé par un psychologue qui nous présentait en fait un peu la clinique et les principes. Il nous expliquait que vous êtes malade, oui. Vous êtes souffrant, vous êtes en détresse, vous n'êtes pas bien, oui. Mais par contre, il ne faut pas oublier que la vraie vie, c'est pas ici. Il y a aussi des activités artistiques. Il y en a certains en fait qui se détendent, qui arrivent à s'apaiser soit par l'écriture, soit il y avait des ateliers d'écriture, le dessin, le sport. Donc il y avait pas mal de choses qui permettaient en fait de se vider la tête. Donc voilà. Donc on avait, les médicaments étaient là, oui, mais en contrepartie, on avait aussi notre propre travail personnel à faire. Cette première semaine, du coup, qu'est-ce que tu peux en dire? Ah, la première semaine, c'était une catastrophe. J'étais très fatiguée, j'étais épuisée. C'était éprouvant pour ma maman. Du coup... Pourquoi éprouvant? Parce que je suis sa seule fille. J'ai été dure avec elle. Hein. Je l'ai bloquée. Et je communiquais qu'avec ma petite maman. Je lui envoyais des photos. Elle lui transférait, elle disait elle est là. Pourquoi avoir fait ce choix de couper avec ta maman? Non, j'ai coupé. En fait, quand on est dans ces états-là, il faut aussi se préserver et se protéger. C'est vraiment le truc, la chose la plus importante à faire. Même les médecins nous le disent. Quand vous vous sentez que vous allez être dans une situation inconfortable, une situation pas bien, il faut se préserver pour se protéger, pour ne pas se retrouver dans la situation comment ça s'appelle, comment dire, se retrouver dans une situation où vous allez vous mettre dans une mauvaise posture, où vous allez vous énerver, où vous allez ruminer. Le problème de la dépression, c'est le ruminement. C'est très dangereux ça. Vu de l'extérieur, c'était perçu comme ça. C'est-à-dire, c'était perçu que comme quoi que j'étais partie au Club Med. Oui, pour certains, effectivement, pour certains, c'était comme si j'étais partie en vacances. Que j'ai laissé mon mari se débrouiller avec notre fils autiste. Donc j'ai laissé mon mari... C'était toute une organisation à mettre en place. C'était compliqué, mais il n'y avait pas le choix.
Les médicaments, tu nous as dit qu'il y avait pas mal de médicaments que tu prenais, en traitement. Quels en étaient les effets, les besoins? Comment ça se manifestait, tout ce traitement que tu prenais? Les médicaments que je prends sont très... Même mon médecin me l'a dit, j'ai vraiment un traitement très bas. Antidépresseur, très léger. Et il faut bien dormir. Quand on est dans cet état-là, il faut bien dormir. Donc un somnifère la nuit pour dormir. Parce que quand on ne dort pas bien, la journée elle va être infernale. Le sommeil est très important. Pour pas tomber dans le côté trop down, à un moment donné dans la journée, il faut une coupure. Même si elle est courte de 1 heure, 1 heure et demie. Donc s'isoler un peu, soit faire quelque chose qui nous plaît pour se détendre. Donc c'est-à-dire ça peut être la peinture, le dessin, de la lecture, de l'écriture, ou alors même des étirements. C'est pas les médicaments qui font ça, c'est le corps qui vous dit que le corps qui vous rappelle à l'ordre, là il faut arrêter, faut t'arrêter. Et quand vous forcez, vous dites j'écoute pas, parce qu'il faut écouter sa tête, il faut écouter son corps. Quand on écoute son corps, il vous dit non, là c'est bon. C'est fait. Si tu peux pas, tu termineras dans 1 heure, dans 2 heures, c'est pas grave, mais il faut se poser calmement, etc. Jamila, tu étais partie pour 2 jours, tu as fait 2 mois. Non, pour moi, dans ma tête, je pensais que j'étais partie pour 2 jours. Donc j'avais prévu des affaires pour 2 jours. Pour 2 jours, je pensais que j'allais juste me reposer, comme on voit un peu dans les films. Voilà, je me suis dit, bon, allez, 2 jours. Mon médecin, quand il m'a dit, ah non, du tout. Minimum 1 mois. J'ai dit waouh. Et puis le séjour a été prolongé parce que c'était compliqué. Le premier mois, malheureusement, j'ai dû faire des démarches administratives malgré que j'étais épuisée moralement, physiquement, des démarches que mon mari ne pouvait pas faire. Je devais faire appel au service social de mon employeur. Je leur ai expliqué la situation, que je suis hospitalisée, que ceci, que cela. Et ils nous ont dirigés vers les administrations adéquates pour pouvoir nous venir en aide. Mais ce que je trouve déplorable dans cette situation-là, c'est qu'ils ont attendu. Malheureusement, on a attendu que je touche le fond, que je me retrouve à l'hôpital pour pouvoir proposer de l'aide. Et c'est vraiment dommage. Donc apparemment j'avais besoin il fallait apparemment que j'arrive à ça pour avoir des aides, par exemple, dans pas longtemps, dans quelques temps, là ils sont en train de me chercher quelqu'un pour m'aider pour une travailleuse sociale pour m'aider à faire quelques tâches ménagères à hauteur de 4 heures par semaine. Ça par exemple c'est quelque chose qu'on ne m'aurait jamais proposé si je n'avais pas été hospitalisée. C'est dommage. Ça décantait plein de choses et c'est regrettable parce que quand mon fils a été diagnostiqué autiste, ils auraient pu éventuellement nous proposer ça parce qu'on a besoin d'être entouré, on a besoin d'aide. Est-ce que tu penses déjà sur cette grande partie m'avoir dit ce que tu voulais me dire? Pas tout, mais c'est pas grave. Le plus grand, parce que je voulais ajouter un message aussi et puis après on sur quelle partie? Sur la partie où il ne faut pas avoir honte. Ça sera la conclusion. Faut pas avoir honte. Parce que moi, quand j'ai commencé à me sentir mal, je pensais que je pouvais gérer cette situation toute seule. Et c'est pas possible. Il faut être entouré. Il faut garder la foi. Parce que être suivi par un psychiatre ne veut pas dire que la personne, par exemple, comme j'ai dit précédemment, ne prie pas assez ou etc. Parce que pour certains, comme on dit en Lingala, le cahier, il y a des liens de famille. Non, c'est tout juste que le corps a lâché, c'est tout. Où as-tu cherché la force? Où as-tu puisé cette force pour t'en sortir? Même si tu le dis, c'est un processus, tu n'es pas encore guéri, mais c'est en voie 2. Où tu puises cette force pour relever ta tête de l'eau? Mes enfants et mon mari. Mes enfants sont petits, ils ont besoin d'une maman. Et pour être une bonne maman, il faut se soigner soi-même. Je devais passer par là pour retrouver de l'énergie pour être une bonne maman pour mes enfants et une bonne épouse pour mon mari.
Je voudrais dire aux femmes qui ont subi qui ont ce genre de symptômes où elles ne se sentent pas bien, surtout au niveau de la communauté, n'ayez pas honte de parler à votre médecin traitant que vous n'allez pas bien. Il vous dirigera vers un psychiatre ou une psychologue parce que ça c'est quelque chose qui est tabou chez nous. On n'en parle pas assez. On va dire ah, Nzambe ou on garde tout à l'intérieur. Moi dans mon entourage j'ai connu beaucoup de femmes qui se sont retrouvées avec des AVC, qui ont maintenant aujourd'hui 6 pieds sous terre parce qu'elles n'ont pas cherché l'aide, elles souffraient dans leur foyer, où elles étaient malades, elles ne voulaient pas en parler, elles avaient par exemple un cancer, elles ont gardé ça, elles n'ont pas voulu en parler à leur famille, alors que l'entourage, ça peut un soutien, pas un soutien pas spécialement financier, mais un soutien par un coup de fil, par une visite, un sourire, ça aide toujours. La solitude, c'est compliqué quand on est dépressif. Dans cette phase d'isolement, est-ce que tu t'es vu naître des passions? À quoi tu pensais là-bas? Est-ce que tu as eu des passions qui se sont révélées à toi? Déjà, la passion, j'avais une passion que j'ai oubliée, que j'avais plus le temps. C'était l'écriture. J'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup lire. Et là-bas, j'ai pu prendre le temps d'écrire, de lire. Et j'ai rencontré une personne adorable, je vais citer son nom, c'est une grande amie que j'apprécie énormément, Laurence. Elle m'a aidée à écrire. J'ai un projet d'écriture, d'écrire un livre. J'ai plein de projets, peut-être pourquoi pas le mettre en film, une autobiographie de ma personne, peut-être éventuellement jouer par moi-même, je ne sais pas. Tu avais droit à de la visite? Oui, j'avais droit de la visite. Et cette situation-là a fait quelque chose m'a permis aussi de retrouver ma grande sœur. Elle est venue avec son fiancé, son futur mari, et ils sont venus me voir. Et je lui ai expliqué tout ce que j'avais vécu et elle ne le savait pas. Et quel a été le regard de ta belle famille, par exemple? Tu ne nous en parles pas depuis le début. Oh, ma belle famille, j'avais des nouvelles, on prenait des nouvelles, ça prenait des nouvelles de temps en temps, donc voilà, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Au moment de la date de sortie, est-ce qu'il y a eu une appréhension ou comment s'est passé cet appel à la sortie, retour à la vie normale? Non, en fait c'est moi qui ai décidé, j'avais fait le tour et j'ai dit c'est bon. Au bout d'un moment, même le psychologue qui nous avait reçus à la réunion d'accueil nous avait dit clairement, nous on vous donne les armes pour vous en sortir, mais le but du jeu c'est pas que vous restiez 6 mois ici. La vraie vie c'est pas là-bas, c'est pas une place pour une maman. La maman, elle doit être auprès de ses enfants, auprès de son mari. On vous donne les moyens, mais vous devez aussi faire votre part du jeu aussi. Il ne faut pas oublier que les factures, elles sont là. Même si vous avez des problèmes à la maison, ils vous suivront là-bas quand même. Donc au bout d'un moment, il faut se faire violence aussi. Et moi, j'ai fait le tour. 2 mois, c'était amplement suffisant. Est-ce que tu conseillerais à une personne qui sent qu'elle peut perdre pied, une personne qui a peut-être été diagnostiquée comme toi, est-ce que tu peux lui garantir que aller dans ce genre de structure, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose de pénalisant? Qu'est-ce que toi tu peux dire à cette personne qui sait pas comment s'en sortir avec cette dépression, ce burn-out, tout ce stress qui l'habite? Faut pas avoir honte de demander de l'aide, surtout ça. Surtout parce que chez les Africains, il faut prier plus, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, mais Dieu, s'il a donné l'intelligence à des personnes pour traiter des maladies comme des maladies psychiatriques, c'est pas pour rien. Au bout d'un moment, quand ça ne va pas, il faut solliciter de l'aide. Parce qu'après, vous devenez, on va dire, un poison pour vous-même et un poison pour votre entourage. Et c'est pas bon. Là, je suis en train de vivre le meilleur parce que je suis entourée des miens. Parce que la famille, c'est sacré. La famille, c'est sacré. Et surtout, quand on est maman, c'est
quand on est maman, c'est un équilibre. Il faut une maman à la maison. Il faut une maman à la maison, donc c'est très important. Je dirais un grand merci aussi à mon mari, Patrick Kimfoula, mon mari, mon époux, mon partenaire de vie. C'est pas facile pour un papa d'arrêter de travailler, un homme qui a toujours aimé travailler, très courageux, qui stoppe tout pour gérer la situation de sa femme. Il a dû malheureusement tout stopper pour pouvoir s'occuper, gérer tout ça. Et vraiment des hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Là c'est vraiment un vrai chef de clan, quoi. Donc vraiment respect, chapeau. Chapeau à lui. Alors, comme vous l'avez vu, j'étais sur le plateau avec Jenny Laure, qui a bien voulu nous partager son témoignage. Un moment très fort, mais aussi très émouvant, qui, si je peux résumer, nous parlait de la dépression. Une maladie peu connue, mais très répandue. Et vraiment, ce que je vous invite à faire, si vous vous reconnaissez dans le témoignage qu'elle nous a confié, c'est d'aller consulter. Consulter des spécialistes qui pourront vous aider, qui pourront vous orienter. Voilà, aujourd'hui, l'émission tend à sa fin. Moi, je vous dis à très bientôt avec un jour, mon histoire et un nouveau témoignage.